maintenant sur le plateau et nous accueillons Emmanuel Vivien Tomé, directeur de publication de Plume Libre. Emmanuel Tomé, bonsoir. Bonsoir Samuel, bonsoir collègues et bonsoir à toutes celles et à ceux qui nous suivent présentement, surtout dans la diaspora togolaise. Je sais qu'ils sont très très nombreux à être branchés sur votre télévision présentement. Et on sait que beaucoup d'entre eux attendent qu'on parle du Togo, ce sera le cas tout à l'heure. Nous étions en tout cas en train d'évoquer le Zimbabwe. David Djabavi, vous aviez la parole sur l'éventualité que l'armée, qui est une grande composante du Zimbabwe, puisse accepter si éventuellement le pouvoir changeait de main. Oui, et je disais qu'il faudrait aux jeunes candidats, il faudrait à ce jeune candidat donner des garanties à l'armée zimbabwéenne, puisque aujourd'hui le pays est tenu par la ZANU-PF, depuis l'armée jusqu'aux institutions. L'économie, les finances, etc., l'administration, tout est dans les mains des partisans et des sympathisants de la ZANU-PF. Et donc aujourd'hui, l'armée zimbabwéenne a cette autorité à jouer sa partition dans la vie politique de ce pays. Le nouveau ou le jeune candidat doit donner assez de garanties, assez de convictions, promettent à l'armée zimbabwéenne de ne pas la traduire devant les juridictions de ce pays. Et c'est en cela que l'armée pourra accepter qu'il puisse diriger le pays au cas où il venait à être élu. Vous savez que pour faire partir Robert Mugabe, ça n'a pas été très difficile. Il a fallu un accord entre les premiers responsables de l'armée pour le faire dégager. Et aujourd'hui, Mnangagwa qui est arrivé n'a pas su finir avec les mauvaises habitudes que Mugabe avait laissées comme héritage. La corruption, l'injustice sont toujours présentes dans la vie politique de ce pays. Ce jeune président doit faire tout pour apporter un changement, et ce changement doit commencer par la garantie qu'il doit donner à cette armée. Alors, Vivien Tomé, on était en train d'évoquer le sujet du Zimbabwe et Nelson Chamisa qui revendique déjà une victoire éclatante lors de ce premier tour de la présidentielle. Un coup de com' ou bien il est véritablement en train a été porté durant les élections? Vous savez, c'est devenu une habitude en Afrique. Dès qu'on a fini les élections, il faut se précipiter pour annoncer sa victoire. Mais en réalité, ça ne devrait pas être le cas. Mais pourquoi les gens le font? Parce que il y a fraude dans plusieurs pays. Et on se dit, si on ne se positionne pas tout de suite dans l'opinion nationale et au niveau de l'opinion internationale, on pourra être triché. Mais bon, voilà, donc on va dire, les gens vont jusqu'à donner même des pourcentages. Vous avez vu même le cas du Togo, où on a donné déjà, on dit, moi j'ai eu tel pourcentage, l'autre a eu tel pourcentage, et l'autre aussi revient pour dire, bon, ainsi de suite. Je crois que le jeu ne devrait pas se faire comme ça, puisqu'il y a des institutions qui ont la charge, effectivement, d'annoncer les résultats. Et puis moi, chaque fois que c'est le candidat lui-même ou son parti qui annonce la victoire, ça me gêne un peu, puisqu'il faudrait qu'une autre personne dise que tu as gagné. Ce n'est pas à toi de dire j'ai gagné, puisque tu n'es pas tout. Donc le problème, c'est un peu général, mais c'est une stratégie politique. On sait des fois qu'on n'a rien vu, mais on annonce déjà sa victoire, et on prépare les esprits, et on crée en fait des problèmes déjà au niveau de ceux qui ont en charge l'organisation, la supervision et la proclamation des résultats des élections. Est-ce que, docteur Rioux, ce qui justifie ce genre de choses, ce n'est pas aussi les retards qu'on a dans les annonces des résultats? Sous d'autres cieux, on a des résultats à peine la soirée. En France, par exemple, à 20h, on a déjà les résultats. Aux États-Unis, jusqu'au lendemain, on a les résultats. Mais en Afrique, il faut attendre 4, 5, 6 jours pour avoir les résultats. Oui, c'est parce qu'il n'y a pas le vote électronique. On n'a pas d'électricité partout. Et dans le pays qu'on va aborder tout à l'heure, il faut centraliser tout. Alors que normalement, on a donné l'exemple, on va revenir tout à l'heure, centraliser tout dans un pays vaste comme 2 fois la France, et ramener tout à Bamako, par exemple, c'est difficile. Donc, chaque candidat se met, je l'ai dit avant que Tommy n'arrive, on ne devrait pas annoncer les résultats normalement, ça devait être interdit parce que il y a des raisons aussi, mais ça devait être formellement interdit. Et si on a un cours constitutionnel, une CENI correcte, très sûre, sans problème, une cour constitutionnelle sûre, sans problème, ça ne sert à rien de faire des annonces avant parce que ça,
cristallise tout et si celui qui a annoncé, qui a crié plus fort que tous les autres n'est pas déclaré élu, c'est là où il y a les conflits. Alors, pour en revenir aux militaires, le jeune de 40 ans, Chaniza va quand même, s'il est élu, jouer pour... Il ne doit pas oublier les militaires, mais aussi les combattants du Zanou, qui étaient depuis la base, qui ont obtenu l'indépendance par la guerre. C'est eux qui sont les doyens et qui vont pas du tout lui laisser la vie facile s'ils les négligent ou s'ils négligent l'armée. Je crois que des fois aussi, c'est un message qu'on adresse aussi d'abord aux autres candidats et au peuple. Mais comme le docteur dit, effectivement, ça crée un problème, une sorte de psychose au niveau des citoyens, parce que si jamais vos militants ont enregistré cela et après on leur dit c'est une autre personne qui a gagné, ils peuvent avoir envie de manifester pour dire non, c'est notre champion qui a gagné. Donc, en tant que démocrate, en réalité, on devrait s'interdire cette pratique. Même si on sait qu'on a gagné à 98%, ce qui est rare, ce qui n'est pas très possible, parce que si les élections sont vraies, donc même si on sait qu'on a gagné à 98%, il faut attendre que quelqu'un d'autre, c'est-à-dire les institutions en charge des élections, puisse vous proclamer. C'est encore mieux. Est-ce que David Djagbavi, le risque de fraude électorale est exclu cette fois-ci? Exclu, non. C'est une pratique vieille de plusieurs années. Mugabe n'a jamais été élu démocratiquement. Quand vous voyez un peu les conditions d'organisation des différentes élections présidentielles, il n'a jamais gagné. Et les 2 fois où il a été battu, tout dernièrement, il a réussi à faire changer les choses en proposant des postes ministériels à son adversaire politique. Et donc, ces pratiques sont toujours récurrentes et c'est ce que le jeune candidat a dénoncé dans ses sorties. Mais nonobstant cette fraude massive, je crois quand même que le peuple zimbabwéen a besoin d'alternance, a besoin de nouveaux visages, raison pour laquelle il a tenu à être présent. Moi, j'ai vu les images à la télé, c'est quand même assez extraordinaire. Il y a une certaine fierté, ce qui avait manqué pendant des années au Zimbabwe. Il y a une certaine fierté, un certain patriotisme qu'ils avaient à manifester devant les écrans pour dire nous sommes fiers d'aller voter parce que nous avons besoin de changements, parce que nous avons besoin de nouveaux visages. Et cela a été un fort handicap à ces fraudes qui sont habituellement mises en place par l'appareil de Mugabe et la ZANU-PF. On va évoluer maintenant vers le Mali où là-bas ce n'est pas un candidat mais les 2 principaux candidats qui revendiquent déjà être en tête du premier tour de la présidentielle dans le pays. C'était dimanche dernier, le 29, que les Maliens se sont rendus aux urnes. La classe politique malienne saluait donc le premier tour de cette présidentielle, pourtant perturbé par des attaques. Dans le camp du président sortant, on annonce largement en tête et celui du principal rival également. Les premiers résultats ne sont pas attendus avant mardi ou mercredi, mais selon ces résultats compilés par la coalition soutenant le candidat IBK, il arrive en tête, largement en tête. C'est un de ses porte-parole qu'il a annoncé. Et de l'autre côté, le directeur de campagne de Soumaïla Cissé, Thébilé Dramé, dit être en mesure d'affirmer qu'un second tour opposerait M. Keïta et Cissé. On est, Emmanuel, dans un jeu purement africain. Oui, c'est l'habitude, parce que je crois que nous, on était habitués d'abord à la chefferie traditionnelle, à la royauté, à la monarchie, et puis après, on arrive à la République et au système démocratique. Mais on a du mal à laisser certaines habitudes qui sont très propres à nous, surtout en Afrique. Maintenant, ici aussi, c'est le moment de revenir sur le retard qu'accusent les institutions qui ont la charge de l'organisation, de la supervision, de la proclamation des résultats. Et on ne peut pas comprendre que dans un monde où l'Internet est
est là, dans un monde où il y a des atouts modernes qu'on traîne à proclamer. Pourquoi en France, on n'arrive pas au lendemain, avant qu'on ne connaisse les résultats, et pourquoi nous n'arrivons pas à faire la même chose chez nous? Je ne pense pas que la question de la géographie peut être évoquée. Même si nos pays sont vastes, si nous avons des institutions qui ont des charges bien données par nos tests, il faudrait tout le monde arrive à faire son travail. Alors, je pense que quand on ne se prononce pas vite, d'une façon claire et nette, on donne la possibilité à tous les candidats de dire je suis en avance sur l'autre, bon, ainsi de suite. C'est une façon de commencer déjà la campagne pour préparer les esprits, pour dire écoutez, même si vous perdez le temps pour l'autre, je suis sûr de devenir votre nouveau président. Donc on essaie d'influencer un peu les citoyens, mais la faute première est à la lenteur qu'on constate dans les processus électoraux dans nos pays. Docteur Iwou, comment vous appréciez cette attitude de ces deux principaux adversaires? Non, c'est ce que Tommy vient de dire, mais pour les retards, on ne comprend pas aussi parce qu'on est à l'ère de l'Internet. Encore faut-il que tout le monde y ait accès et que tout le territoire soit couvert. Non, ce n'est pas... C'est-à-dire que dans le Mali, tous les c'est un vaste pays, 1,2 million de kilomètres carrés. Dans toutes les grandes villes, il y a quand même de l'électricité et il y a Internet. Si le système de transmission des résultats par Internet, par téléphone est possible, parce qu'effectivement... Il y a une question de confiance. Oui, voilà. Non, si tous les camps sont d'accord... Tous les candidats ont des représentants dans les bureaux de vote, dans les bureaux chiffres, au niveau maintenant, local. avec le portable, vous avez... Oui, mais je rappelle, on a eu un cas comme ça au Togo, où on avait des bureaux de vote où les gens avaient les portables, tout était inscrit au tableau, le président du bureau voulait envoyer, les autres ont dit niet, que ça allait faire la fraude. Non, mais est-ce que c'était préparé avant voilà. Est-ce que les esprits étaient préparés à cela? C'est en cela qu'il faudrait que la formation de ceux qui sont dans les bureaux de vote soit tuée. Parce qu'il y a certains qui ont été formés comme tels. Et il y a d'autres qui disent, nous venons de découvrir cela, nous n'allons pas l'accepter. N'oubliez pas que pour le cas du Togo qui a été évoqué, il y avait ceux qui étaient des membres de bureau et ceux qui étaient des représentants des partis. Il y a des partis qui n'ont envoyé leurs représentants, ou le nom de leurs représentants, presque au dernier moment. D'autres n'en ont même pas. D'autres n'en ont même pas, ainsi de suite. Donc, c'était un peu de l'amateurisme à ce niveau. Il faudrait qu'effectivement, pour les prochains processus, qu'il y ait des formations en bonne et due forme pour que celui qui est membre du bureau et celui qui vient pour représenter son candidat ou son parti sache qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire. Aujourd'hui, nous ne pouvons pas laisser passer le modernisme, l'Internet et tous les atouts que nous avons pour dire on va fonctionner comme dans les années 1920. Non, pour ajouter à ça, lorsque vous êtes représentant d'un parti politique dans un bureau de vote, on donne les résultats sur 6 candidats. Vous les notez aussi sur une feuille. Oui. Bien sûr. Plus votre appareil, normalement, même si ce n'est pas tout sûr, vous pouvez donner dans 1 heure, dans 30 minutes, les chiffres à votre siège, au siège de votre parti. Et normalement, on doit pouvoir centraliser tout ça au moins dans les 48 heures. Même en réalité, c'est faisable, moins de 48 heures. Je me rappelle quand j'ai fait l'observation pour une institution de la place, une institution internationale, il nous avait été demandé lors de la formation d'abord de transmettre les résultats par des moyens modernes, mais en même temps, tu dois revenir quand même au siège et au bureau et avec les papiers, et tout est compilé. Donc, déjà, à presque 6 heures de temps après les élections, l'institution avait déjà les résultats, parce qu'il y avait 16 agents sur le terrain, mais pour plus de preuves, de précautions, on prend soin aussi de compiler les documents. Donc les deux doivent fonctionner. Alors David Jagbavi, c'est quoi? C'est l'impatience de la publication des résultats qui amène les candidats à se comporter comme ça. Je rappelle que dans le cadre du Mali, il y a aussi l'homme d'affaires Aliou Boubacar Diallo qui a également assuré avoir la certitude qu'il serait au second tour. C'est dû au manque de volonté du gouvernement en place à organiser des élections transparentes. Si les élections sont organisées dans une transparence assez évidente, comme ça se fait dans les autres pays, vous avez cité le cas de la France et des autres pays, les États-Unis, je pense quand même que aucun candidat n'aurait cette mauvaise habitude d'annoncer les
les résultats avant la commission. Lorsque les adversaires se rendent compte que le gouvernement en place ou le parti au pouvoir met la fraude en avant pour justement faire cacher les résultats, eh bien cet adversaire politique va vouloir anticiper en donnant ses propres résultats. Ce n'est pas bien cela, mais dans tous les pays francophones, africains en tout cas, l'habitude a démontré suffisance, ou dans beaucoup de pays francophones, le constat dégagé que c'est une mauvaise habitude. Vous ne verrez pas ça dans les pays dans les pays anglophones. Le Ghana a organisé des élections tout dernièrement, on a vu comment ça s'est passé. Le Nigeria en avait organisé, on a vu comment ça s'est passé. En Afrique du Sud, etc. Il y a des pays qui, lorsqu'ils organisent des élections, vous constaterez que les candidats à ces élections sont respectueux des valeurs citoyennes qui sont prônées dans ces pays. Alors aujourd'hui, le Mali, moi je pense quand même que ce pays n'a pas besoin de cette gymnastique parce que le pays a beaucoup plus besoin de stabilité et le président qui va venir au pouvoir n'aura pas la tâche facile. Quels que soient les résultats qui seront prononcés, qui seront donnés en amont par les différents candidats, ce qui est sûr, c'est que aucun des deux candidats ne passera le premier tour. Donc les deux, tout le monde sait, les observateurs, nous les journalistes, de nos analyses, on sait que le deuxième tour va affronter Ibeka et Soumaïla Cissé, forcément. Et donc le jeu de la victoire de ces élections se jouera beaucoup plus au deuxième tour. Donc quelles que soient les sorties médiatiques que ces candidats vont faire pour réclamer la victoire de telle ou telle formation politique, je pense qu'il faut attendre le deuxième tour pour véritablement savoir qui va être choisi pour gouverner. C'est à cela que je dis, ils veulent agir un peu sur la mentalité, sur l'opinion. Parce que comment ça se passe pour certains citoyens, mais notre candidat a gagné et on l'a triché. Il était en tête et on a nommé l'autre en tête. Alors, il faut maintenant qu'au deuxième tour, qu'on montre effectivement que c'est lui qui a gagné. Et ça se fera à travers les jeux d'alliance. On a vu des candidats qui étaient sortis premiers au premier tour, mais qui ont échoué au deuxième tour. Le cas de la Guinée. Voilà. Et c'était assez extraordinaire. On n'a pas compris tout comment ça s'est passé. C'est à la fin qu'on a compris que c'était pas le jeu des alliances. Et la population, le peuple qui vote doit comprendre que si votre candidat sort au premier tour, il peut ne pas sortir au deuxième tour. Il peut être battu par le deuxième. Et surtout, si on va chambrer dans sa maison, on oublie qu'il faut aller voter. Vous pouvez voter pour la personne et la personne va perdre au deuxième tour. Docteur, dans le cas malien, le pays est déjà véritablement instable. Est-ce que ce ne sont pas des attitudes de nature à renforcer l'instabilité? Oui, c'est ça qu'on regrette. On a toujours regretté ça sur ce plateau, dans un pays où, je l'ai dit ici la dernière fois, le président Ibeka n'a été pour la première fois au nord. C'était pendant la campagne. Que pendant la campagne. Est-ce que vous imaginez ça? Il y avait la sécurité aussi. Oui, mais qu'est-ce que vous voulez maintenant? On ne peut pas se permettre de se mettre en insécurité. Donc, c'est un hélicoptère des Nations Unies, je crois qu'il a amené. C'est pas l'armée malienne. Donc, il y a ça aussi, mais de toutes les façons, ce peuple a de gros problèmes à résoudre parce que jusqu'à présent, il n'y a rien qui marche. Et les groupes armés sont toujours partout. Je ne sais pas comment, je ne sais pas s'il faut se réjouir d'être président de ce pays ou pas. Et si on me nommait... Le premier problème, c'est en fait la sécurité. La sécurité. Je ne sais pas si je suis élu président du Mali, si je serais tranquille. Et si je voudrais me mettre élu. Est-ce qu'il, Emmanuel Vivien Tobien, est-ce qu'il ne faut pas peut-être au niveau de la commission prendre des dispositions désormais pour interdire cette attitude des candidats? La commission, elle est seule habilitée à proclamer les résultats et personne ne doit induire quiconque en erreur. Vous savez, il y a les règles, mais il y a aussi la pratique. Les lois sont là, les dispositions sont là. Ce n'est pas sûr que ce n'est pas dit d'une façon indirecte. Vous savez, que ce soit au Togo ou au Mali ou dans beaucoup de pays, il y a beaucoup de tests, le code électoral, ainsi de suite. Les dispositions là sont là, mais il y a quand même cette latitude d'aller au-delà de ces dispositions, pour ne pas dire de les fouler aux pieds, parce que c'est la politique. Et certains se disent, en politique, on peut faire tout ce qu'on veut et on oublie les règles. Maintenant, est-ce que la loi aussi permet d'interdire à quelqu'un
de donner son, non, je pense son, que son pourcentage. Les codes électoraux des pays francophones sont calqués sur les exemples de chaque pays. Parce que au Togo, il est interdit aux formations politiques participant à une élection présidentielle ou d'annoncer, oui, c'est la CENI, voilà. Et après la proportionnelle. Même la presse n'a pas le droit. Dans le code la presse ne peut même pas annoncer les premières tendances. Pourquoi ça se fait? Ça se fait parce que les candidats ont d'abord besoin de bousculer les choses. Ils ont besoin mais ils n'ont pas confiance aux institutions. Oui, d'abord, il faut bousculer. En bousculant, on se met dans une position de force. Et de deux, il faut dénoncer la lenteur de la proclamation des résultats par les différentes commissions qui ont en charge l'organisation de ces élections. Lorsque vous organisez des élections et que vous mettez des jours, vous avez vu ce qui s'est passé au Gabon avec à la suite de après la dernière élection présidentielle qui a vu élire le Gabon. La commission au Gabon a mis des jours avant de donner les résultats. Quand ça se passe comme ça, l'adversaire en face se dit que des choses se passent et que ces choses qui vont se passer risquent de lui porter un coup fatal. Et donc, dans le sens il faut aller dénoncer. Et comment aller dénoncer en donnant des résultats? Maintenant, il faut que les commissions électorales africaines comprennent la nécessité véritable de faire le travail qui est contenu dans leur cahier de charges. D'où lorsque nous avons proposé le verrou juridique, que ce soit la CENI ou la Cour constitutionnelle, si les règlements sont clairs, que vous savez que vous allez aller en prison pour 70 ans, vous n'allez jamais... Les règlements sont clairs, mais ne sont pas respectés. Non, justement. Mais il faut les mettre dans les textes. Imaginez ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire. Oui, non, mais... Où une institution est en train de proclamer les résultats. Oui, quelqu'un arrache carrément, mais c'est grave. Si c'est dans la Constitution que celui qui fait ça va en prison pour 70 ans, il ne le fera pas. Mais je ne crois pas que la loi puisse autoriser cela. Au même moment, mais quelle suite a été réservée justement à ce acte qui a été diffusé au même moment, au même moment qu'il faut punir les citoyens ou les candidats, il faut punir aussi l'institution qui est en charge. Il faut sanctionner l'institution qui est en charge de l'organisation de ces élections. Il faut dénoncer la lenteur. Pas la lenteur. De la pratique des institutions. La lenteur n'est pas due à la commission. La lenteur est créée par le gouvernement, le parti au pouvoir organisateur de ces élections. Parce que si le gouvernement ouvre les brèches pour des élections transparentes, je crois que c'est la fin de ce mais il faut bien comprendre que donc, dans un pays comme le Togo où la CENI est souvent, très souvent composée aussi bien des membres proches du pouvoir que des membres proches ou de l'opposition, qu'on ne puisse pas effectivement vite aller à la proclamation des résultats et qu'on laisse effectivement le temps à des candidats de faire de la spéculation. Les règles existent, mais ne sont pas... Moi, ce n'est pas le délai qui est très important. S'ils mettent 3 ou 4 jours et que les résultats sont effectivement les vrais résultats, il n'y a pas de problème. Mais pourquoi 3 ou 4 jours alors qu'en France, c'est le même jour? Pourquoi on ne peut pas copier ça chez les Français? Il y a le vote électronique. On va marquer la pause juste après le journal. On va venir et les 2 derniers sujets, c'est le Togo.